Alors, bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Édouard Clément. Nous allons maintenant débuter. Je suis le directeur exécutif du Carrefour de modélisation énergétique. C'est un immense plaisir de vous accueillir à ce webinaire de lancement de l'explorateur de trajectoire, un nouveau tableau de bord interactif pour la visualisation de scénarios de carboneutralité, un projet qui a été conçu et dirigé par nos collègues de l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal. Le Carrefour de modélisation énergétique, c'est un réseau national de modélisateurs énergétiques et électriques, de décideurs politiques et d'autres experts qui a été créé pour guider la transformation de nos systèmes énergétiques complexes. Nous soutenons et facilitons l'accès aux modèles énergétiques open source et à l'accès aux modélisateurs de partout à travers le Canada. Et nous mettons à disposition des ressources pour faciliter la collaboration sur la modélisation et l'analyse de la carboneutralité. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités, je vous encourage à visiter notre site web www.cme-emh.ca. Vous trouverez une multitude de ressources et d'informations sur nos initiatives et projets en cours, y compris une description complète et un lien direct vers l'outil qui va être présenté aujourd'hui, ainsi que d'autres outils de visualisation développés par Pembina et Navius notamment. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter et de nous suivre sur LinkedIn pour manquer aucune de nos nouvelles et vous inscrire aux événements tels que notre prochain forum annuel qui aura lieu le 11 et 12 décembre à Ottawa, ainsi que tous nos ateliers et webinaires qui seront présentés à l'automne. Je vais maintenant, sans plus tarder, passer le relais à mon estimé collègue Louis Baumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie Trottier, qui fera une introduction sur le projet. Par la suite, on aura le plaisir d'accueillir Simon Langlois-Bertrand, qui est associé de recherche à l'IET, qui va effectuer une démonstration approfondie de l'outil. Et à la fin de la présentation, pour nous assurer de répondre à vos questions ou clarifications, on a prévu une séance de questions-réponses d'environ 15 minutes. Mais n'hésitez pas à poser vos questions directement dans la boîte Q&A qui est prévue à cet effet au bas de l'écran. Sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à Louis Baumier pour la présentation du webinaire. Merci, Édouard, et merci d'avoir organisé et de nous accueillir à ce webinaire de lancement de cet outil-là. Je salue tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. C'est un projet qui s'inscrit en fait dans le volet communication de la mission de l'IET, où on cherche à entretenir un dialogue sociétal sur la transition énergétique et les nombreux enjeux que cette transition présente et d'être aussi utile dans cette conversation-là. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un projet qu'on n'a pas fait seul, évidemment. Nous avions des besoins en modélisation. Pour ça, nous avons fait affaire avec la firme SMIA, Kathleen Vaillancourt est avec nous aujourd'hui pour participer à la période de questions-réponses. De même que des besoins aussi encore, je dirais, plus grands de notre point de vue pour la présentation des données, qui est un enjeu, qui n'est pas quelque chose de simple. Et pour ça, nous avons eu les services de Kashika Studio et aussi on aura François Lévesque qui se rejoindra à nous pour la période de questions-réponses. Donc, pourquoi, vous nous direz, certains se demanderont, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire de la modélisation? Je répondrai à ça par la citation de Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique. En fait, c'est une citation tirée du communiqué de presse qui annonçait ce projet-ci. En fait, c'est qu'on a besoin de plusieurs modèles pour arriver à faire des choix éclairés sur les choix qu'on aura à faire pour effectuer cette transition qui est pas sans enjeu, qui va être complexe, mais pour laquelle il existe des solutions. Et donc, utiliser plusieurs modèles, c'est certainement nécessaire, puisqu'aucun modèle ne peut répondre à l'ensemble des questions. Et pour ça, je tiens à saluer le geste de Ressources naturelles Canada, qui, comme Édouard le soulignait un peu plus tôt, a appuyé 3 projets de modélisation et aussi de présentation de données, à savoir celui de Navius, celui de Pembina et celui que nous avons piloté. Je crois que c'est un geste important. Et on espère même pouvoir rediscuter de ces 3 modèles-là dans d'autres activités, notamment organisées avec le concours du Carrefour de modélisation énergétique. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on doit faire de la modélisation sur la question de la carboneutralité? C'est qu'on voit qu'il y a une diversité d'initiatives et de plus en plus d'initiatives, en fait, qui traitent de la carboneutralité, qui se penchent sur cette question-là. On le voit dans différentes publications, dont les perspectives énergétiques que nous publions, nous, à l'IET. Mais pas que nous, il y en a d'autres. Même la Régie de l'énergie du Canada, cette année, intégrait dans sa publication des futurs énergétiques des scénarios de carboneutralité. Il y a aussi même des acteurs du secteur privé là, qui se penchent sur ces questions-là, comme notamment SNC-Lavalin, qui a des projets qui vont dans ce sens-là.
Et il y a aussi, en plus de ces publications-là, il y a aussi même le gouvernement fédéral là, qui a appuyé la mise en place de structures importantes, à notre avis, là, à savoir le Centre canadien sur l'information énergétique qui est hébergé par Statistique Canada, ou de même que l'Institut climatique du Canada qui sert qui a pour but de faire des recommandations sur les enjeux ou les politiques à mettre en place. Et finalement, le troisième élément de ces grandes initiatives-là, c'est le carrefour de modélisation énergétique là, qui nous reçoit aujourd'hui. Et donc, avec ces trois initiatives-là, on voit que ça permet de structurer la réflexion là, autour de ces grands enjeux-là. Bon, maintenant qu'on a dit pourquoi est-ce qu'on devait faire de la modélisation, vous pourrez nous demander la question, mais pourquoi notre outil en particulier? Là, pourquoi celui-là, nous, on juge qu'il est intéressant et important? Bien, je répondrai je vous donnerai trois réponses. Là. La première, la version très courte, en fait, c'est qu'on veut pouvoir comparer différentes trajectoires pour identifier les compromis qu'il y aura à faire, parce qu'il y aura des compromis à faire. Et pour savoir à quel compromis, ou en fait, à quoi on renonce, ou selon les choix qu'on fera, ben, à notre avis, il est important de pouvoir discuter sur ces questions-là. Et c'est ce qu'on veut faire avec cet outil-là. Bon, une réponse un peu plus élaborée maintenant. Comme je disais, nous, on est des consommateurs de résultats de modélisation qui servent à faire, qui sont à la base de notre publication phare là, à l'IET, qui sont les perspectives énergétiques. Donc, on est des utilisateurs de modèles. C'est un modèle très riche qui fournit une quantité impressionnante de données qu'on ne peut pas toutes présenter dans une publication comme les perspectives. Il faut faire des choix, il faut cadrer notre discussion. Et c'est toujours un choix un peu déchirant, là, parce qu'il faut limiter quand même la taille de l'ouvrage. Et ce sont des choix difficiles. Et ce qu'on voulait, ce qu'on cherche à combler ici, c'est comment est-ce qu'on peut mieux présenter plus de données qui nous sont fournies par le modèle là, pour pousser la réflexion un peu plus loin. Et comme je disais, c'est difficile de présenter l'ensemble des données, de même qu'on doit aussi se limiter quant au nombre de scénarios qu'on peut présenter dans un ouvrage comme les perspectives énergétiques. Et ce qu'on cherche encore à faire ici, c'est est-ce qu'on peut présenter plus de scénarios et surtout, et même je dirais encore l'élément important, c'est comment on peut comparer plus facilement ces différents scénarios-là. Encore, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, comment on peut mieux comprendre les différents compromis que les différentes trajectoires comportent. Et pour une réponse un peu plus longue sur ça, là, je passerai la parole à Simon qui va faire une démonstration de l'outil, puisque peut-être la meilleure façon de voir quelle est la valeur de cet outil-là, c'est de voir un peu comment il fonctionne. Et après la démonstration, on reviendra avec une séance de questions-réponses, comme Edouard le disait tout à l'heure. Alors, Simon, je te cède la parole. Bonjour, merci beaucoup Louis pour l'intro. Merci tout le monde d'être là. C'est super bien de voir tout le monde dans la liste d'invités. Donc, je vais essayer de vous montrer les principales fonctions, puis faire une démonstration, dans le fond, la plus complète possible là, de l'outil. Puis après ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller jouer évidemment avec. Donc, un peu comme Louis disait, je vais recadrer un peu la démonstration en termes vraiment des objectifs de l'outil lui-même. Donc, il y a deux grands objectifs. Peut-être le principal, c'est, Louis a beaucoup insisté sur l'aspect comparaison. Et effectivement, c'est de présenter des données d'une façon qui rende les comparaisons le plus facile possible. Il reste complexe, mais qu'on y ait accès facilement pour vraiment comprendre les implications de différents facteurs comme les coûts des nouvelles technologies, l'évolution de la demande, différentes hypothèses, etc. Le deuxième objectif, c'est d'aller fournir quelques analyses plus succinctes que ce qu'on va faire dans des publications plus élaborées, mais qui donnent des éléments de réponse à quelques questions qui sont particulièrement importantes là, dans la réflexion sur les efforts à faire pour rendre le Canada carboneutre là, selon différentes échelles de temps. La raison pour laquelle je commence juste par rementionner ces deux-là, c'est qu'en fait, l'outil est structuré en deux modules principaux qui répondent justement à ces deux objectifs-là. Donc, ce que je vous propose pour la démonstration, c'est dans le fond de montrer chacun des deux modules, évidemment de façon un peu plus élaborée pour l'aspect visualisation, mais je montrerai un petit peu de quoi je parle pour la question des analyses fournies. Donc, on va commencer par une question fondamentale, dans le fond, dans la réflexion sur les trajectoires de carboneutralité, qui est évidemment de savoir
à quoi ça ressemblerait un monde carboneutre selon les échelles de temps qui sont analysées puis imaginées aujourd'hui, donc 2050 ou 2060 dans ces eaux-là. Donc, ça ressemblerait à quoi? Puis, ça serait quoi les changements et les transformations par rapport à un futur qui ne serait que la continuité de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, dans l'outil, dans l'explorateur, j'ai 2 choix sur la page d'accueil et donc on va aller dans le premier, l'outil de visualisation. Je vais le mettre en français d'abord. Donc, outil de visualisation. Bon, la première page qui s'affiche va contenir beaucoup d'informations. Là, je vais aller étape par étape pour la démonstration. On va commencer vraiment par la grande question de à quoi ressemble la carboneutralité. Vous avez à gauche la liste de tous les scénarios qui sont modélisés. Il y en a 142 à l'heure actuelle là, qui sont dans l'outil disponible. Je vais montrer un peu comment aller faire ces sélections-là en temps et lieu. Mais on va commencer par les 2 principales trajectoires que je viens de mentionner. Donc, 2 futurs, un qui atteint la carboneutralité, un qui ne l'atteint pas. Donc, dans ces 2 futurs, on va appeler un le business as usual en bon français, là, donc le BAU qui représente la continuité du statu quo. Donc, il y a des grandes transformations et changements qui vont s'opérer aussi, tout comme dans la trajectoire carboneutre qu'on va voir dans le scénario que vous voyez ici en haut, donc NZ50 pour net zéro en 2050. Donc, dans le scénario BAU, on a toutes les politiques climatiques énergétiques qui sont déjà en place à l'échelle fédérale, à l'échelle provinciale. On a un jeu d'hypothèses sur l'évolution des demandes, sur la croissance de la population, ainsi de suite. Puis dans le scénario net zéro 2050, on a la principale trajectoire de carboneutralité. Elle aussi utilise toutes les politiques déjà en place, utilise le même jeu d'hypothèses. Par contre, doit atteindre au moindre coût pour l'ensemble du système la cible de carboneutralité pour 2050. En fait, doit atteindre une autre cible aussi qui est moins 40 de réduction, ou 40 de réduction, je devrais dire, des GES par rapport à leur niveau de 2005 avant 2030. Donc, ça correspond aux 2 cibles principales du gouvernement fédéral en matière de gaz à effet de serre. Donc, l'explorateur permet, je dirais, à la base de comparer ces 2 scénarios-là d'abord. Donc, on voit les scénarios dans la liste, le BAU, je vais le choisir comme scénario de référence ici, puis un scénario de comparaison, on va prendre NZ50 et je vais d'abord montrer une comparaison un peu plus approfondie, mais assez simple de 2 scénarios principaux. Donc, si je vais dans comparaison détaillée, là, j'ai différents indicateurs qui s'affichent. J'ai 7 indicateurs en fait disponibles pour faire la comparaison. La production d'énergie primaire, la production d'électricité, la capacité de production électrique installée, l'énergie consommée par secteur, par source aussi, les émissions de GES et ça continue jusqu'à un graphique qui présente les différents coûts d'opération et d'investissement pour le système. Donc, je vois déjà évidemment les différents résultats à travers le temps, donc une fois par décennie, 2020, 2030, 2040, 2050. Et j'ai quelques trucs visuels qui me permettent de faciliter la comparaison. Donc, en haut, j'ai toujours mon scénario que j'ai choisi comme référence. Ici, bon, la comparaison la plus simple, c'est d'utiliser un scénario de référence qui est le statu quo et puis prendre le scénario de carboneutre comme scénario de comparaison. Et là, il y a un code de couleur. Donc, si j'ai une composante d'un indicateur qui est en rouge, de plus en plus foncé, ça veut dire une réduction de plus en plus importante par rapport au scénario de référence. Puis en vert, de plus en plus foncé, on va avoir une augmentation par rapport au scénario de référence. Donc, je peux aussi, dans cette vue-là, je peux aller modifier ce qui est visible. Donc, je pourrais dire, bon, c'est un petit peu trop de trucs en même temps. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est aller limiter ce qui est affiché. Et donc, j'ai une flexibilité pour aller limiter la présentation. Par exemple, si je suis vraiment intéressé surtout à l'électricité, ben, je vais enlever les autres graphiques et ma présentation, mon visuel va s'adapter en conséquence. Mais bon, pour la démonstration, je vais laisser tout visible, là, mais juste pour montrer qu'il y a un petit peu de flexibilité là, pour ce que vous regardez. Quand je regarde les résultats, j'ai l'option de regarder en termes absolus. C'est ce que vous voyez en ce moment. Donc, selon les unités de chacun des graphiques, pour la majeure partie, ce sont des joules. Mais bon, il y a des watts pour la capacité électrique, des tonnes de gaz à effet de serre ou de CO2 équivalent pour les émissions de GES, ainsi de suite. Donc, vous le voyez sur les graphiques. Je peux aussi présenter, avant de creuser ça un peu plus, en mode relatif.
Bon, la question que je posais au début, c'est à quoi va ressembler la carboneutralité, puis c'est quoi les changements, les transformations par rapport à une prolongation du statu quo? Bien, évidemment, il y a des choses qu'on sait. On parle souvent du fait que peu importe la trajectoire exacte vers la carboneutralité, par exemple, on va avoir une quantité d'électricité dans le bouquet énergétique qui va être pas mal plus grande, à la fois que ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on aurait en 2050 ou en 2040 même dans le scénario BA. Donc, on peut aller voir effectivement production d'électricité puis capacité électrique installée. Bon, par exemple, en 2050, le résultat montre 102 de la quantité, 102 de plus de capacité installée. C'est aussi 62 pour 2040 et ainsi de suite. Bon, on a aussi d'autres possibilités de comparer. On peut regarder l'énergie consommée, par exemple. Donc, l'énergie, ça c'est l'énergie finale dans ce cas-ci. Donc, consommée par source ou par secteur, on voit des diminutions importantes. Donc, 2050, on a 17 moins du total, malgré la croissance de la population puis certaines hypothèses de croissance. Parce que, bon, ben, on électrifie, on devient plus efficace. Il y a aussi des mesures d'efficacité énergétique qui sont mises en place. Et donc, ça a comme résultat une consommation totale qui est plus faible. Donc, je vais revenir aux résultats en mode absolu. Évidemment, je peux être plus précis dans ma comparaison. Donc, ça peut être pratique, la comparaison en mode relatif pour commencer, c'est-à-dire je compare les totaux pour chacun des indicateurs sur une année donnée. Mais évidemment, peut-être que je veux aller voir quelque chose d'un peu plus précis. Puis là, on peut voir que si je promène mon curseur de la souris au-dessus des graphiques, j'ai une petite fenêtre qui s'affiche avec des résultats un peu plus précis. Donc, pas besoin d'aller prendre ma règle avec les échelles du graphique, là. Je peux vraiment aller voir qu'est-ce que le résultat me dit exactement. Et en fait, il y a des comparaisons déjà faites qui me permettent de m'éviter certains calculs là, bon, qui peuvent être un peu longs de temps à autre. Donc, par exemple, je vais aller sur production de pétrole brut en 2040. Donc là, ici, je suis dans NZ50. Dans mon petit tableau, qu'est-ce que j'ai dans ma petite fenêtre? J'ai, bon, évidemment, le nom et l'année de la catégorie. Donc, c'est production de pétrole brut qui fait partie de production d'énergie primaire, l'indicateur général. Puis là, j'ai les différentes sous-catégories qui sont incluses. Donc, le brut lourd, le brut des sables bitumineux, etc. Donc, ça montre tout ce qui est inclus dans cette production-là. Et ensuite, j'ai les chiffres des résultats précis. Donc, en 2040, la première valeur que vous voyez dans le tableau, la colonne de gauche, c'est pour chaque scénario, quel est le résultat, donc la production pour le pétrole brut en 2040. Donc, dans BAU, on demeure avec un niveau assez élevé, donc 13,5 hexajoules. En fait, c'est plus qu'aujourd'hui. Et puis, dans NZ50, bien, comme on pourrait s'y attendre, c'est une production qui est beaucoup plus faible, 5,94 hexajoules. Vous avez aussi un chiffre entre parenthèses qui représente le pourcentage de cette production-là par rapport au total pour l'indicateur et le scénario cette année-là. Donc, par exemple, dans BAU, j'ai 13,5 hexajoules de production de pétrole, ce qui est 42 du total de la production d'énergie primaire cette année-là. Vous avez aussi le chiffre de la production totale comme référence dans le tableau, encore là pour faciliter un peu là, la navigation de ces résultats-là. C'est ce que vous avez dans la dernière colonne. Donc, la production primaire totale de BAU pour 2040, c'est le 32 hexajoules que je vois à la fin. Puis finalement, le dernier, peut-être celui qui est le plus directement lié à la comparaison entre scénarios, c'est le chiffre ici que vous avez en rouge. Encore là, même code de couleur. Rouge, ça veut dire une diminution. Vert, ça veut dire une augmentation. C'est la différence du résultat pour le scénario dans la ligne où on regarde, supposons NZ50 dans ce cas-ci, par rapport au scénario de référence qui a été choisi, qui est affiché tout en haut. Donc, dans NZ50, en 2040, j'ai donc 56 de moins de production de pétrole brut comparativement aux résultats pour le scénario BAU. Bon, ensuite, si j'ai une comparaison qui me semble particulièrement intéressante, c'est possible d'obtenir encore plus de détails en me concentrant sur l'évolution d'un indicateur donné pour un scénario. Donc, supposons que je veuille m'attarder à la consommation d'énergie par source pour NZ50, donc le scénario de carboneutralité principale. Donc, je vais aller consommation d'énergie par source, c'est le quatrième graphique. Là, il est un petit peu coupé dans le titre en haut, mais vous le voyez comme ça. Donc, si je vais dans le graphique que j'ai ici, j'ai différents résultats, mais je peux aussi choisir d'exploser le graphique. Donc, le graphique va d'abord être reproduit ici en plus gros. C'est déjà peut-être, ça aide un peu le visuel, mais j'ai plus de détails aussi qui vont être donnés pour la deuxième dimension. Donc, par exemple, si je m'intéresse à la consommation de produits pétroliers, je vais aller promener mon curseur dessus.
Et le graphique de droite va me montrer le détail pour les sous-catégories. Donc, dans le produit pétrolier, j'ai la consommation d'essence, la consommation de diesel, la consommation de carburant d'aviation et ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir aller voir des résultats précis pour chacune des comparaisons. Donc, ici, c'est à travers le temps, j'ai le graphique complet. Donc, si je veux aller voir un peu de détails, je peux l'avoir ici. Maintenant, là, je rappelle évidemment que vous pouvez utiliser l'outil Q&A pour les questions là, auxquelles on va s'attaquer tantôt. Je poursuis la démonstration, là, mais évidemment, prenez vos notes sur si jamais il y a des trucs que vous voulez que je revienne, ça va me faire plaisir. Je vais revenir à la vue de départ, puis on va aller jouer un peu plus avec ce qu'on peut faire ici. Donc, ici, ce qu'on a en fait, les carrés de couleurs, c'est une carte d'intensité. Donc, en fait, plus un carré donné est clair, plus la couleur est vive, plus ça représente une grande quantité, plus la couleur est sombre, moins ça représente une grande quantité, plus ça représente une petite quantité. Donc, dans cet écran-ci, ce que je peux faire, c'est vraiment des comparaisons à haut niveau, d'où le nom de la vue. Où j'ai les mêmes indicateurs en haut, production d'énergie primaire, production capacité d'électricité, énergie consommée par secteur, exactement les mêmes sets que j'avais dans la comparaison détaillée. Et puis, vous voyez les mêmes sous-catégories. Bon, tantôt, je me suis intéressé à l'exemple du pétrole brut, donc qui est ici, production de pétrole brut. Puis là, la seule chose, c'est que je n'ai pas toutes les années en même temps, donc je dois choisir l'année. Donc, juste pour être cohérent dans la démonstration, je vais choisir le même truc, 2040, pétrole brut, je viens ici, et ça me permet de trier tous les scénarios. Dans ce cas-ci, sont tous affichés, donc les 142 en même temps. Donc, si je clique sur le nom de la colonne pétrole brut, je vais avoir les scénarios avec la plus forte production qui vont se mettre tout en haut et ainsi de suite en ordre décroissant jusqu'au bas complètement de la liste de scénarios. Donc, si je reclique dessus, comme on peut s'attendre, ça va inverser l'ordre. Donc, ici, je vais être en ordre croissant. Et donc, je pourrais aller creuser. Ça peut être un premier défrichage, par exemple, quand je ne suis pas trop sûr de quel scénario m'intéresse. Mais par contre, il y a des aspects que je veux vraiment creuser, la production de pétrole brut ou la consommation d'énergie dans le secteur des transports, etc. Je peux aller me concentrer sur un classement en particulier, puis là, regarder quel scénario. Dans la liste des scénarios à gauche, ici, ça peut sembler compliqué, c'est un mnémonique, là, donc vous avez différents noms de contraintes, là, je vais y arriver, mais si vous voulez voir ce que le scénario comporte comme contrainte, vous pouvez simplement mettre la souris dessus, puis les contraintes vont être décrites. Donc, des scénarios comme ça, il y en a jusqu'à la fin. Puis, si on se concentre sur ceux qu'on a déjà couverts, vous voyez BAU, par exemple, inclut toutes les politiques en place, incluant sur la taxe sur le carbone jusqu'en 2030. NZ50, même chose, mais avec carboneutralité d'ici 2050. Bon, c'est aussi possible dans la carte d'intensité, puis c'est le but, évidemment, de comparer toutes sortes de scénarios de carboneutralité pour permettre une réflexion sur les implications de certains changements par rapport à certaines attentes ou certaines hypothèses sur l'horizon quand même long là, de 30 à 40 ans qui est couvert. Donc, ça va jusqu'à 2060 là, dans les résultats. Donc, nous, on aime toujours rappeler, comme d'autres, que la modélisation n'utilise pas de boule de cristal, évidemment. Là. Ce que ça donne, c'est des ordres de grandeur pour certains développements à entrevoir si certaines hypothèses se matérialisaient. Et donc, la modélisation ne permet pas d'éliminer, évidemment, certaines incertitudes qui sont inévitables sur un tel horizon de temps. Par contre, ça permet de faire, et c'est très important, ça permet de faire ressortir les implications de certaines de ces incertitudes-là par des analyses de sensibilité sur certaines qu'on considérerait comme particulièrement importantes ou certains développements à venir qui sont dignes d'intérêt selon l'approche qui nous mène à explorer les scénarios. Donc, c'est vraiment l'aspect exploration, autrement dit, dans le nom de l'explorateur, c'est-à-dire la capacité à explorer certains scénarios puis de voir les changements par rapport à un scénario de référence donné. Je peux choisir n'importe quel scénario de référence. Et évidemment, il faut comprendre une chose. Ici, on a les deux scénarios principaux en haut, donc BAU et puis NZ50, comme j'expliquais tantôt. Tous les autres scénarios sont des scénarios carboneutres aussi. Donc, ils doivent tous rencontrer les mêmes contraintes que NZ50, donc carboneutralité pour 2050. Par contre, là, on a ajouté ou on a modifié certaines des contraintes ou hypothèses à l'intérieur du scénario pour voir quelle était la différence. Puis on a des scénarios avec une combinaison de différentes contraintes. Donc, dans le scénario NZ50, autrement dit, c'est un scénario qui est
parfaitement optimisé. Donc, par définition, ou presque, là, c'est assez peu probable que tous les choix de tous les acteurs dans le système énergétique pendant 30 à 40 ans correspondent exactement à ce qui va être donné dans la trajectoire NZ 50. Par contre, ce que ça permet, c'est d'avoir une référence technologique et par rapport au coût. Donc, c'est important de comprendre les implications des changements par rapport à cette trajectoire-là. Si, on a d'autres idées sur les hypothèses de départ ou s'il y a des développements, évidemment, qui les changent à travers le temps. Donc, dans la vue à haut niveau, je vois cette liste-là. Puis, évidemment, je peux aller comparer en faisant une sélection qui est un peu plus précise. Parce que là, c'est une liste qui est un petit peu difficile à manipuler. Bon, ça a 42 scénarios. Je comprends que je peux trier par colonne, mais ça reste assez grossier comme comparaison. Donc, je peux aller dans filtrer les scénarios tout en haut. Puis là, je vais voir toutes les contraintes qui sont disponibles. Je vais enlever la sélection juste pour que ce soit plus clair ici. Donc, on a des catégories de contraintes, des contraintes sur les niveaux de production, contraintes ou hypothèses, là, contraintes sur les niveaux de production, sur l'évolution de certaines technologies, sur l'évolution de la demande, et puis sur des mesures politiques potentielles qui pourraient être mises en place pour forcer certains changements, par exemple, selon le débat public, selon l'intérêt, selon peu importe le développement précis qu'on considère. Donc, évidemment, l'avenir politique de la politique climatique n'arrête pas en 2023. Là. Donc, il va y avoir des changements. On peut faire des hypothèses là-dessus puis les ajouter dans les scénarios qui sont modélisés. Donc, si je regarde les catégories, si je regarde des contraintes de production, par exemple, je pourrais avoir une production hydroélectrique qui serait largement augmentée, par exemple, comparativement à ce qu'il y a dans NZ50. Donc, je peux aller modifier cette contrainte-là. Du côté technologique, je peux dire, moi, je suis assez pessimiste sur les projections de coûts ou d'horizon de déploiement pour les petits réacteurs modulaires nucléaires. Donc, je peux aller modifier cette hypothèse-là. Sur la demande, je pense qu'il va y avoir une croissance plus élevée ou qu'il pourrait avoir une croissance plus élevée pour le transport en commun comparativement au scénario de base. Donc, je peux aller choisir ce genre de développement-là. Ou par rapport aux mesures, si on mise vraiment fortement au niveau gouvernemental sur l'encouragement et le déploiement des technologies de captage de carbone, qu'est-ce que ça donnerait si on impose certains minimums, etc. Donc, je vous laisse explorer la liste plus tard, là, mais je vais me concentrer sur quelques-unes pour l'exemple. Donc, dans la première manière de sélectionner, supposons, par exemple, moi, je m'intéresse au changement, à l'impact d'un changement de diète important et donc dans la production agricole de bétail. J'ai une contrainte des deux ici qui va limiter la production de viande à la moitié des niveaux qui sont dans le scénario de carboneutralité en NZ50. Donc, la production diminue déjà un peu dans NZ50, mais après ça, on doit rencontrer la demande projetée. Et donc, on peut aussi dire, supposons que cette demande-là change complètement, peu importe la raison. On va d'abord explorer ici qu'est-ce que ça fait comme changement. Je peux sélectionner la contrainte. Et là, on peut voir que ma sélection en haut, en fait, elle est tombée à 28 sur 142 scénarios. Pourquoi 28 et pas 1? Premièrement, même si j'en sélectionne aucune, juste montrer, on reste à 2 et non pas 0, parce qu'il y a toujours le scénario BAU et le scénario NZ50, carboneutralité, scénario principal, qui vont être affichés. Mais si j'en sélectionne une ici, ça monte quand même de 26 scénarios de plus. C'est parce que le scénario, la contrainte plutôt avec la réduction de la production de viande, on l'a modélisé en combinaison avec d'autres. Donc, si je ferme la fenêtre puis je reviens à la carte d'intensité, j'ai encore ma liste de scénarios. Mais là, on peut voir que c'est juste les scénarios où il y a la contrainte des deux qui est inclus, la plupart du temps en combinaison avec d'autres. Donc, ici, j'en ai 28 en tout. Là, ça rapetisse la liste pas mal. Puis là, je pourrais décider d'aller faire différentes comparaisons. Si je reviens dans l'outil de sélection des scénarios, je peux aussi dire, non, moi, je veux des scénarios avec une combinaison précise de contraintes. Donc là, je sélectionne scénario ayant toutes les contraintes sélectionnées. Donc, ça fait un petit réinitialisation, une petite réinitialisation, de la sélection. Là, je vais dire, moi, je m'intéresse à la réduction de la production de viande. Puis supposons, je voudrais voir aussi, je pense que la production de pétrole va probablement rester beaucoup plus grande que ce qui est suggéré dans le scénario NZ50. Donc, je vais aller ici et j'ai des scénarios avec un maintien d'une production de pétrole et gaz naturel plus élevée. Donc, supposons celle-ci, c'est la plus grosse production qui est forcée, P8A. Et là, je vois qu'à mesure que je sélectionne les contraintes, les scénarios se mettent en gris
Et donc, maintenant, je n'ai plus d'autres options, c'est-à-dire qu'on a un scénario D2 avec la contrainte sur une production plus élevée, mais on n'a pas de combinaison avec autre chose. Si j'enlève mon P8A, ben là, j'ai d'autres choix qui sont là. Je peux prendre D2 en combinaison avec autre chose. Par contre, je ne peux pas la prendre en combinaison avec ceux qui sont en grille pâle. Donc, on a essayé de faire des combinaisons qui étaient les plus intéressantes. Évidemment, faire les combinaisons de tout avec tout, ça ferait des millions et des millions de scénarios, là. Mais bon, on en a modélisé quand même une bonne quantité. Et donc, si je sélectionne les deux ici, ça veut dire que normalement, je vais avoir un seul scénario. Effectivement, j'ai BAU, mon NZ50, et puis le scénario qui combine ces deux contraintes ici, production de viande plus petite, puis production de pétrole plus grand. Et effectivement, dans ma comparaison ici, j'ai quelque chose de différent. Bon, si je voulais aller faire la même comparaison que je faisais tantôt, puis supposons, je me dis, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est les scénarios de carboneutralité. Le scénario de statu quo, BAU, ne m'intéresse pas vraiment. Donc, je vais aller choisir plutôt NZ50 comme comparaison. Puis un petit, voilà, comme ça. Donc, NZ50 comme scénario de référence dans ma comparaison. Et puis, D2 P8A, là, donc si je mets mon curseur, production de viande plus petite encore une fois, puis niveau de production de pétrole et gaz plus grand. Donc, je le sélectionne. Puis, je peux aller faire ma comparaison détaillée comme on avait tantôt. Donc, ici, je vais avoir cette fois-ci NZ50 qui est en référence en haut et tout est en comparaison avec le résultat de NZ50. Donc, si celui-là vous intéresse particulièrement, vous irez l'explorer, mais sinon, évidemment, il y a d'autres possibilités selon vos intérêts. Je vais aussi montrer, bon, dans cette vue-là, juste une dernière chose, ben, deux dernières choses en fait. Dans le filtrage de scénarios, supposons que je reviens à une sélection un peu plus, disons, un peu plus nombreuse de scénarios. Je vais revenir à mon D2 tout seul et montre-moi tous les scénarios qui ont D2 d'inclus au moins à l'intérieur. Donc, j'en avais 28 en tout. Ben, je pourrais dire mon NZ50 va être ma référence, mais j'aimerais ça en comparer plusieurs. Là, je n'irai pas dans le détail par manque de temps là, sur lesquels je vais choisir, mais je vais dire, bon, je sélectionne tous ceux-là, puis je vais faire ma comparaison détaillée. NZ50 va être ma référence. Puis là, je veux voir les différents changements. Quand je reviens à la comparaison détaillée, ce que je vais obtenir, c'est encore NZ50 qui va être tout en haut. Mais là, j'ai tous les autres scénarios avec leur description qui vont être dans la liste. Donc, j'en ai sélectionné 6 ou 7 là. Et quand je vais aller dans mon petit tableau, bien là, j'ai tous les résultats qui vont être montrés de la même façon que j'ai montré tantôt. Bon, c'est un hasard, je suis encore tombé sur pétrole brut en 2040, c'est une obsession, il faut croire, là. Mais bref, vous avez tous les résultats qui sont présentés, comme je disais tantôt, valeur du résultat pour l'année, pourcentage du total, différence par rapport au scénario de référence qui est sélectionné ici, c'est-à-dire NZ50, puis le total pour l'indicateur pour cette année-là dans chacun des scénarios. Bon, si vous remarquez peut-être une ligne qui est en gras, c'est simplement l'emplacement de mon curseur. Donc, si je suis dans la ligne de D2, elle va être en gras. Si je suis dans la ligne de D2M6, c'est celle-là qui va être en gras, etc. Encore une fois, pour essayer de faciliter un petit peu la navigation dans ce qui est quand même assez riche en chiffres et en données. Donc, dernière chose que je peux mentionner, on a possibilité de montrer les résultats selon la région. Donc, je peux aller montrer les résultats provinciaux et puis territoriaux. Donc, j'ai simplement le sélectionné dans la liste ici et puis les résultats vont s'adapter en conséquence. Bon, il faut comprendre que c'est quand même une modélisation qui se fait par optimisation au niveau national. Donc, je n'aurai pas nécessairement la carboneutralité dans chacune des provinces et chacun des territoires puisqu'on optimise les coûts de l'atteinte de la carboneutralité à l'échelle nationale. Mais bon, ça peut être intéressant d'aller voir qu'est-ce que la trajectoire ou quelles que les trajectoires considérées proposent là, ou suggèrent plutôt, je devrais dire, comme changement à l'échelle de différentes provinces. Donc, je reviens au début. Donc, au début, j'ai dit il y a deux objectifs principaux, permettre la visualisation puis faciliter la comparaison selon différents aspects, différents angles, différents niveaux de précision, etc., de différents scénarios pour faire des analyses de sensibilité, pour naviguer les grandes trajectoires, pour penser à certaines questions auxquelles on voudrait répondre avec des éléments de réponse qui vont se trouver dans les résultats. Bien, nous, on vous en propose aussi quelques-unes à cause du deuxième objectif que je mentionnais tantôt, celui de donner quelques analyses qui sont plus courtes, évidemment, là, que ce qu'on va retrouver dans des rapports plus étoffés. Mais j'ai aussi un module d'analyse, donc dans la page d'accueil, parcourir les analyses. Et donc, ici, on va avoir différentes catégories
de sujets. Chaque analyse répond à une question principale. Évidemment, comme je dis, ça ne remplace pas une analyse de 100 pages sur des questions complexes et complètes. Par contre, on peut expliquer par une analyse ici les grandes lignes de ce que les résultats nous disent pour quelques scénarios directement liés à la question posée. Puis après ça, la facilité de comparaison dans l'outil va permettre de montrer les différences principales entre les trajectoires considérées. Donc, j'ai des questions sur la carboneutralité de façon plus générale, des changements dans des scénarios sur les niveaux de production, des analyses de sensibilité sur l'incertitude technologique. J'avais mentionné tantôt un exemple. Qu'est-ce qui arrive si, finalement, les projections pour les petits réacteurs modulaires se retrouvent comme étant très, très optimistes, puis ce n'est pas ça qu'on a, on peut aller voir les différences. Des scénarios sur des changements dans les projections de la demande qu'on pourrait imaginer se produire par des mesures politiques additionnelles ou etc., des changements dans les préférences. Donc, il y en a quelques-unes. Je vais en montrer une, là, par exemple, ici, dans les scénarios alternatifs de production. Donc, une question qu'on se fait souvent poser, c'est qu'est-ce qui arriverait ou qu'est-ce qui arrive à la trajectoire de carboneutralité si on choisissait de maintenir des niveaux de production de gaz naturel puis de pétrole plus élevés que ceux qui sont dans NZ50, qui diminuent très rapidement, comme on peut s'imaginer. Donc, c'est une question essentielle pour plusieurs dans le contexte canadien où ça peut être difficile d'imaginer la faisabilité politique et sociale dans une certaine mesure, puis même économique de réduire drastiquement la production de pétrole et gaz à court terme. Donc, ça, on va voir l'analyse qui est proposée ici. Vous allez reconnaître un petit peu les grandes lignes des écrans, mais l'ajout ici, c'est que deux choses. En fait, premièrement, la sélection de scénarios est faite pour vous, donc l'analyse l'impose parce qu'on explore ce qui est pertinent par rapport à la question posée. Puis après ça, on a les éléments d'analyse, les explications qui se trouvent à gauche. Donc, on peut voir qu'on peut naviguer, suivant, précédent, etc. J'en ai 8 en tout dans ce cas-ci. Ça varie. Là. Il y a des analyses un peu plus longues, d'autres plus courtes. Donc, d'abord, la description de ce que l'analyse fait. Ici, on utilise NZ50 comme référence. Puis après ça, on a 2 scénarios alternatifs. Un où on va maintenir une production de pétrole beaucoup plus élevée, puis un autre où ça va être un niveau de production intermédiaire entre les réductions assez drastiques de NZ50 et puis le scénario complètement inverse pour la production de pétrole et gaz P8A. Puis quand je navigue l'analyse, je ne la lirai pas tout au complet. Si elle vous intéresse, allez-y, ne vous gênez pas. Par contre, quand j'avance, ce que l'analyse va montrer, c'est qu'elle va souligner des éléments particulièrement importants dans la comparaison qu'on peut faire entre l'évolution des différents scénarios selon différents aspects de la question. Donc, premièrement, évidemment, le côté descriptif, dans P8A, j'ai une production plus élevée. Donc, on commence par la montrer. Même chose P8B. Après ça, qu'est-ce que ça fait d'avoir un scénario où je dois quand même atteindre la contrainte de carboneutralité pour 2050, mais je dois aussi maintenir une production de pétrole et gaz naturel plus élevée. Donc, je suis obligé de réduire ailleurs. Et ça se traduit par principalement une électrification plus agressive dans certains secteurs pour aller décarboner plus vite, autrement dit. Et donc, je vais avoir l'énergie consommée par secteur qui va être changée. Ensuite, j'ai aussi les émissions de GES, la distribution de ces émissions-là qui va évoluer un petit peu différemment pour être capable de compenser des émissions qui vont être un peu plus élevées en provenance de la production de pétrole et gaz. Je peux aussi montrer que la décarbonation accélérée des autres secteurs, ça veut dire encore plus de besoins d'électricité. Ça veut dire dans quelle mesure je vais être obligé d'ajouter de la capacité de production électrique en plus des changements déjà importants qu'on peut prévoir dans un scénario comme NZ50 où j'ajoute déjà beaucoup de capacité électrique. Là, je vais aller voir les différences qui vont être montrées. Et évidemment, l'écran à droite, vous pouvez le naviguer de la même façon que ce que je montrais tantôt dans l'outil de visualisation. C'est exactement le même truc. C'est juste que l'analyse va proposer de souligner certaines zones ou certaines régions particulièrement intéressantes. Qu'est-ce que ça donne aussi? Capacité électrique, je l'ai déjà dit. Comme conclusion, sur les coûts de la trajectoire, donc coût d'investissement d'opération pour le système énergétique, je vais avoir une évolution différente, évidemment. Donc, une question ici, c'est est-ce que ça coûterait plus cher d'arriver à carboneutralité, mais en ayant plus de production de pétrole et gaz? La réponse rapide, c'est oui, mais je vous laisserai aller lire le détail. Évidemment, c'est une question assez complexe, mais comme je disais, l'analyse n'étant pas ici donner
une vue complète sur tous les enjeux et tous les aspects de la question posée, mais va jeter les bases, les éléments de réponse principales sur lesquels on peut se baser pour après ça alimenter le débat et la discussion là, sur qu'est-ce qui est possible. Évidemment, à la fin, on permet aussi de simplement retourner à l'outil de visualisation. Autrement dit, nous, on vous propose 5, 6, 7, 8 éléments qu'on considère comme étant particulièrement saillants là, dans cette comparaison-là pour la question qui est ici. Mais à la fin, vous avez un bouton pour aller explorer les graphiques vous-même. Donc, ça va vous ramener directement à la comparaison détaillée avec les 3 scénarios sélectionnés dans le même ordre. Et donc, vous pouvez aller explorer un petit peu plus là, si le cœur vous en dit. Donc, j'arrive à la fin. Je pense que je suis dans les temps, c'est pas trop mal. Juste mentionner 2 autres choses plus petites. Donc, dans l'interface, dans la page d'accueil, je devrais dire, mais dans l'interface, oui, vous avez accès à un guide utilisateur parce que non, je sais que j'ai peut-être pas tout couvert ou peut-être par bout, c'était un peu rapide tantôt, puis donc, je ne vous demanderai pas de réécouter l'enregistrement, mais vous avez un guide utilisateur qui vous guide étape par étape sur toutes les fonctions présentes dans l'explorateur, peut-être de façon encore plus claire que ma présentation, ou en tout cas, on l'espère. Donc, vous pouvez aller cliquer dessus. C'est un PDF là, avec des visuels pour vous aider à naviguer. Et vous avez aussi un outil pour nous joindre. Bon, évidemment, ça peut aller de soi, mais je le mentionne parce que c'est très important pour nous. C'est un outil qui est qu'on va essayer de garder le plus vivant possible à travers le temps. Et donc, toutes les suggestions, les notes sur des trucs qu'on pourrait ajouter, peut-être des données ou des résultats qui ne sont pas là, qui vous semblent essentiels, ou peut-être même des bugs que vous allez trouver à force de vous amuser avec, j'espère. Bien évidemment, on est preneur, là, donc utilisez l'outil pour nous joindre, ou évidemment, vous pouvez nous joindre par l'IET également. Donc, je vais redonner la parole à Louis ou Édouard, là, je ne suis plus sûr, mais bref, on va passer bientôt à vos questions en espérant pouvoir répondre, puis sinon, ben, gênez-vous pas pour utiliser l'outil justement, puis on va vous revenir aussitôt que possible. Merci Simon, merci pour la présentation exhaustive. Donc, comme convenu, on va procéder avec la période de questions. Il y a déjà des questions qui ont été posées et répondues dans la boîte, mais on va y rajouter. Avant de faire cela, j'aimerais juste inviter peut-être Kathleen Vaillancourt d'Espia et François Lévesque de Kashika Studio, simplement nous dire, se présenter, nous dire leur contribution au projet, leur perspective, peut-être une, 2 minutes chacun. Donc, on commencera avec toi, Kathleen, s'il te plaît, si tu nous entends bien. Oui, bonjour tout le monde. Merci Édouard, merci. D'abord, je voudrais dire merci là, à l'IET d'avoir coordonné tout ça. On est bien content de voir le résultat aujourd'hui. Bon, plusieurs des modélisateurs chez nous avaient vu avant, mais moi, pas tant. Donc, merci aussi la définition des scénarios, etc. Puis vraiment, travail incroyable de Kashika aussi pour la visualisation dans tout ça. En termes de perspective, ce que j'aimerais dire, c'est Simon l'a déjà abordé, mais comme vous pouvez vous imaginer, il y a énormément de détails en dessous de ça. C'est jamais parfait. Donc, ce qu'on espère, c'est de continuer à améliorer de plus en plus les résultats et tout ça, et aussi de compléter peut-être avec d'autres indicateurs. Donc, il y a toute la partie macroéconomique, impact sur l'emploi, impact sur le PIB, l'impact direct sur les factures d'énergie pour les consommateurs, etc. Donc, c'est quelque chose que nous, on est à veille d'être prêts. Donc, il faut voir comment on intègre tout ça. Puis, à l'inverse, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a un choix, bon, l'IET l'a expliqué aussi, il y a un choix qui est fait dans la quantité d'informations qu'on met en ligne. Donc, à l'inverse, il y a une quantité de détails énorme dans le modèle qui ne pourront jamais être affichés complètement, par exemple, dans les secteurs industriels ou dans les secteurs des transports, etc. Donc, il y a le modèle est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut voir à l'écran. Donc, il faut garder en tête aussi pour avoir des analyses plus approfondies. À un moment donné, on ne peut pas tout mettre sur une plateforme. Donc, on reste ouvert à vos commentaires et n'hésitez pas à nous écrire pour avoir plus d'informations, nous faire part d'erreurs ou des suggestions. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci, Kathleen. Et je crois que François Lévesque est aussi présent. Donc, François, si tu veux dire un mot. Oui, bonjour à tous. Donc, François Lévesque de Kashika Studio. D'abord, un gros merci à IET, à Espia aussi, IET surtout pour avoir coordonné ce beau projet-là. Ça fait quand même plusieurs mois, là, presque 1 an, je pense qu'on travaille là-dessus. Donc, vraiment, un super beau projet sur lequel Kashika Studio a eu la chance de travailler. Un des gros défis au début, à la base, c'était de convertir toutes les données, comme Kathleen le disait, qui sont très complexes
dans un format qui est intelligible autant que possible au grand public. Donc, comme ça a bien été expliqué au début de la présentation, bien, il y a deux grandes vues principales, là, la vue heat map qui permet de choisir et d'explorer les différents scénarios pour être capable de faire des comparaisons, vraiment d'explorer, de découvrir les différents insights, puis finalement la vue détaillée, comme ça a bien été présenté pour creuser un peu davantage tout ça. Donc, l'objectif, là, comme ça a déjà été présenté, c'était vraiment de permettre la comparaison, ce qui n'était pas vraiment possible par le passé dans des projets de ce style-là. Puis je pense que c'est un défi qu'on a bien relevé là, grâce à IoT, le travail collaboratif. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, là, je suis là pour ça. Merci beaucoup, François. Donc, je vais y aller, Louis, si tu permets, avec les questions qu'il y avait dans le chat, puis on pourra faire le suivi. Donc, peut-être une première question sur ça a été posé à quelques reprises, l'utilisateur typique à qui s'adresse finalement l'explorateur, donc Louis. Ben, ça, c'est une très bonne question et on se l'est posé à plusieurs reprises. Et on est très conscient que c'est un outil qui n'est pas simple. Les enjeux sont complexes et donc, nécessairement, la présentation suppose une certaine complexité. On a tenté de la rendre la plus claire et synthétique possible. Je dirais que l'utilisateur premier, pour nous, c'est certainement ceux qui auront à élaborer les politiques, puisque ce qu'on pense, c'est, en fait, ça nous semble essentiel de comprendre quels sont les enjeux, quels sont les compromis qu'on aura à faire, et une bonne politique devrait tenter de minimiser ces compromis ou éviter certains de ces écueils-là. Mais aussi, on veut que ça soit disponible pour le plus grand nombre possible, minimalement les gens qui s'intéressent à ces enjeux-là. Est-ce qu'on peut tenter de les sensibiliser, de leur faire comprendre la complexité de l'enjeu, mais aussi de leur faire comprendre qu'il y a des solutions. Et c'est pour ça aussi qu'on a ajouté ce module d'analyse qui permet d'accompagner un peu l'utilisateur à travers, de le guider à travers cette grande quantité de données-là et lui faire un peu comprendre qu'est-ce qu'on peut retirer de toutes ces données-là. Je dirais que c'est les deux usagers qu'on avait principalement en tête. Merci, Louis. Maintenant, peut-être une question pour Simon ou Louis. Donc, ça a été un peu abordé, la description des différents scénarios, mais est-ce qu'il est possible d'ajouter ou de définir d'autres scénarios, ceux qui sont prédéfinis, Simon? Non, mais à part en nous écrivant pour nous suggérer de le fouiller. Donc, les scénarios doivent être modélisés, puis après ça, bien évidemment, il faut obtenir les résultats. Donc, on en a fourni, là, il y en a 142, là, donc il y en a beaucoup, mais effectivement, il y a d'autres combinaisons possibles qui peuvent être intéressantes à creuser. Donc, gênez-vous pas pour insister là, à suggérer certains qu'on pourrait ajouter dans l'interface, bien sûr, mais l'interface ne permet pas de grossir la liste, autrement dit, là, que je montrais au début avec les 142 principaux. Là. Mais oui, il y a une possibilité d'ajouter à peu près n'importe quoi. Là. Et est-ce qu'il est prévu, par exemple, de faire des mises à jour annuelles, sinon, de cet outil? Bien, pour l'instant, c'est on va finir le lancement. Mais oui, comme j'ai dit tantôt, nous, on aimerait bien maintenir ça le plus vivant possible à travers le temps. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des mises à jour périodiques aux semaines, mais certainement à une certaine fréquence, surtout qu'on continue de fouiller les résultats, nous, pour nos analyses dans différents travaux. Fait qu'évidemment, il y a un lien direct avec l'explorateur. Je pense que ce lien-là va rester là, dans un futur rapproché. Donc, effectivement, il y aurait possibilité de faire des mises à jour, au moins de tenir à jour sur certaines questions qui pourraient émerger qu'on ne voit pas nécessairement aujourd'hui, mais que, évidemment, le modèle permet d'intégrer assez facilement s'il y a des développements technologiques importants, par exemple, ou des changements. Là. Donc, on va essayer de le faire, c'est certain. Parfait. Une question peut-être pour Louis qui avait commencé à répondre. Est-ce qu'il est possible d'accéder aux modèles et aux données sous-jacentes directement? Les données présentées sont disponibles en téléchargement. On n'a pas eu le temps de le présenter, mais oui, pardon. Vous pouvez voir qu'il y a possibilité de télécharger les données, puis les avoir à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle provinciale et territoriale. Ça est disponible. Le modèle, c'est un modèle qui est... Le modèle n'est pas entièrement disponible, mais je veux dire, les grandes équations qui sous-tendent le modèle, c'est un modèle de la famille Times, le modèle Markal Times. Mais le modèle est quand même un modèle privé, mais l'ensemble des données que nous présentons aujourd'hui sont disponibles pour téléchargement. Oui, juste dire disponible dans le sens où c'est directement accessible sur l'outil. Donc, je ne l'ai pas montré tantôt, mais il y a un bouton téléchargement dans les vues là, où on peut extraire les résultats, autrement dit, là,
en format Excel. Excellent. Une question un peu plus technique, là. Je ne sais pas si on va pouvoir y répondre, mais dans certains scénarios, on montre une baisse de la consommation d'énergie totale. Quelle est l'hypothèse sous-jacente à ce résultat? Est-ce qu'une augmentation du coût de l'énergie ou est-ce une augmentation du coût de l'énergie ou une modification du comportement des consommateurs? Donc, je ne sais pas si Simon, Louis ou Je Kathleen. peux commencer à répondre à ça. La demande énergétique est exogène au modèle, donc on prévoit des scénarios, des hypothèses, disons, macroéconomiques là, quant à la croissance du PIB, croissance de la population et la demande. Tout ça est exogène au modèle. Donc, il n'y a pas de réduction du service énergétique, à part sauf dans les scénarios où on dit qu'il y aurait une réduction de la demande, là, très clairement. Mais sinon, le modèle répond à la demande telle qu'on lui propose. Et une des raisons pour laquelle on fait ça, c'est que c'est quand même assez difficile de prévoir notamment des mesures qui inciteraient les gens à réduire la demande ou à influencer des changements de comportement. On ne voulait pas se rendre là. Il faut voir que ça permet des comparaisons, justement, de dire si la demande s'en va dans cette direction-là ou si la demande est maintenue, voici quelles seraient les différences de coûts si on impose un certain nombre d'autres contraintes. Et donc il n'y a pas de réduction du service. J'ajouterais deux choses. En fait, peut-être la question directe sur pourquoi baisse la consommation, je pense que je l'ai dit un peu vite tantôt, là, mais en général, c'est par des technologies plus efficaces. Donc, on va avoir une électrification, ce qui fait que, comme Louis dit, la demande en service est maintenue et elle est rencontrée, là, elle est comblée, pardon, mais la quantité d'énergie consommée pour atteindre cette demande-là va être plus petite. Donc, c'est pour ça qu'on voit la baisse. L'autre chose que je voulais ajouter, c'est que justement, dans l'explorateur, on est capable d'aller forcer des contraintes où on dit, on ne peut pas prévoir que ça va arriver, mais supposons qu'on trouvait le moyen d'aller réduire ou modifier telle ou telle préférence de demande, qu'est-ce qui arriverait? Et donc, il y a plusieurs scénarios où il y a des contraintes de demande, souvent en combinaison avec autre chose. Donc, on peut aller voir qu'est-ce que ça donne comme changement dans les résultats. J'ai mentionné celle sur le profil de diète pour la viande, là, par exemple, pour la production agricole, qu'est-ce que ça change? Et il y en a d'autres, là, vous pourrez aller voir dans la liste des contraintes sur la demande. Merci. Une question sur les combustibles fossiles. Donc, pour les combustibles fossiles, plus le temps passe, plus les réserves diminuent, ce qui fait augmenter le coût par unité d'énergie et fait augmenter la production de GES pour cette même unité. Est-ce que les paramètres ont été incorporés dans la simulation? La diminution des réserves. En fait, moi, j'ai une opinion un peu différente là-dessus. Les réserves ne diminuent pas si rapidement que ça. C'est le coût d'accéder à ces réserves-là, mais c'est peut-être un des problèmes, c'est qu'on a encore beaucoup trop de carburant fossile. C'est-à-dire qu'on pourrait se permettre de continuer à brûler encore très longtemps. Ça, c'est un enjeu. Mais non, mais le coût d'extraction est effectivement pris en compte dans le modèle et les émissions, évidemment, le modèle tient compte des émissions pour chaque transformation d'une source ou chaque utilisation d'une source d'énergie. Je ne sais pas si Kathleen veut ajouter quelque chose là-dessus. Oui, la réponse courte, c'est que oui, là, on fait une distinction dans les différents types de réserves, les coûts d'extraction et les émissions, l'énergie que ça prend pour les extraire. Donc, oui, c'est un modèle de système énergétique. Donc, tout ce qui est lien avec le système énergétique est extrêmement détaillé. Merci. Une question sur les émissions de GES provenant de l'utilisation des terres. Est-ce que ça a été considéré ou uniquement des sources d'énergie? Donc, est-ce qu'on traite des émissions de GES provenant de l'utilisation des terres? Partiellement, en fait. C'est qu'à la base, on calibre avec l'inventaire fédéral des émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on parle des cibles de carboneutralité, souvent, ça n'inclut pas LU, LUC. Mais on a commencé à intégrer des mesures. Donc, il y a quelques mesures seulement d'inclus présentement, comme par exemple tout ce qui est biochar pour amendement de sol agricole, etc. Donc, il y a quelques mesures, mais ce n'est pas complet au niveau de LU, LUC. Merci, Kathleen. Peut-être une question, là, je ne sais pas si c'est pour François, mais en fait, question sur les choix de couleurs versus la perception. Donc, traditionnellement, rouge veut dire un peu problème, danger, vert veut dire OK. Là, je crois que rouge veut dire augmentation, vert ou diminution au contraire. Donc, peut-être commenter ce choix. Oui, excellente question. Donc là, j'imagine qu'on parle de la vue détaillée là, qui permet de comparer deux scénarios. Donc, le choix pour la couleur, effectivement, le rouge veut dire danger plus souvent. Mais c'est un choix qui a été fait là, pour mettre en évidence un petit peu plus. On a essayé différentes couleurs. Puis aussi, il y a le côté accessibilité. Là. Puis avec laissez-moi, je vais juste regarder. Avec la couleur actuelle, comme ça avait été choisi,
c'était plus facile de remarquer la différence. Avec le bleu, ça ne fonctionnait pas tout à fait. Louis, est-ce que… je te trouve très poli. Tu es très diplomate dans ta réponse, François. Tu aurais pu dire que c'est moi que j'ai imposé ce choix-là. Je te trouve très diplomate. Merci beaucoup. Ben, en fait, c'est parce que je me disais, rouge, c'est une diminution, vert, c'est une augmentation. Et en fait, il y a pas de, c'est pas vraiment un choix. On n'a pas d'éditorial derrière ça parce que une diminution, dans certains cas, peut pas nécessairement être vue comme étant positive. Alors, c'est vraiment juste de dire pour attirer l'attention. Si c'est rouge, ça diminue. Si c'est vert, ça augmente. Ouais, c'est qu'il n'y avait pas de moyen d'uniformiser de toute façon parce que selon l'indicateur, peu importe la vue, ou l'opinion, le point de départ de la personne qui regarde, évidemment, il y a certains indicateurs où une augmentation, ça va être positif dans cette perspective-là, puis d'autres graphiques où ça serait négatif. Donc, il n'y avait pas moyen de choisir. Donc, on y a été pour le plus standard, là. Mais la question est notée, c'est sûr. Effectivement, il faut y penser quand on regarde. Et écrivez-nous si vous avez des meilleures suggestions. C'est ça. Il y a quelques questions, ce sont des suggestions d'amélioration, donc on va les ajouter dans la liste, on ne va pas les aborder maintenant. Il y avait une question sur, donc l'outil regarde essentiellement les impacts des différents scénarios de carboneutralité sur le système énergétique canadien. Ça n'inclut pas les impacts sociétals sur les écosystèmes. Donc, ce n'est pas une critique, juste pour être sûr de comprendre. Il y a de la complexité, mais est-ce qu'il avait une intention ou est-ce qu'il y a une piste entourant, dans le fond, l'inclusion des impacts sociétals et sur les écosystèmes? C'est un commentaire très, très pertinent et c'est notamment pour ça qu'on dit qu'on a besoin de plusieurs modèles et pour tenter de voir quels sont les angles morts de chacun des modèles. Donc, chacun peut amener une contribution à la réflexion. On disait, nous, on se concentre avec ce modèle-ci sur les coûts de la transformation des systèmes énergétiques pour arriver à la carboneutralité, sachant très bien qu'il y a d'autres coûts. Puis, par exemple, un scénario comme de dire de maintenir une production de pétrole, pour dire que l'hypothèse derrière ça, c'est de dire ben, on ne pourra pas faire arrêter cette industrie-là du jour au lendemain, ne serait-ce que pour maintenir les emplois. Donc, c'est de voir ben, quel est le coût de faire ça. Et inversement, on peut dire ben, si on arrête la production, qu'est-ce qu'on gagne en termes d'investissement qui pourrait servir justement à transformer cette économie-là. Encore ici, on ne veut pas poser de jugement de valeur, on veut juste tenter d'offrir plusieurs pistes de réflexion et des données probantes ou les meilleures données objectives possibles pour dire qu'est-ce qu'on a devant nous comme solution? Où est-ce qu'on doit agir et quel est le coût de ces actions-là? Oui, puis ça sert quand même dans la question qui est posée directement sur l'impact sur les écosystèmes. Ça peut être vu comme indirect, mais c'est pour ça que les résultats en soi, c'est une première étape. Après ça, ça prend une analyse. Puis si la question est plus large que simplement les changements dans le système énergétique, bien à ce moment-là, bien, ça peut servir comme point de départ ou comme élément, mais ça ne peut pas répondre à la question entière. Donc, autrement dit, si on a des scénarios avec des trajectoires, je ne sais pas, qui nous demandent une certaine quantité de construction d'infrastructures, mais après ça, on peut faire l'analyse sur ça se passerait où, puis là, bien, ça se passerait où, ça veut dire quels écosystèmes, etc., etc. Mais on ne l'aura pas directement dans les résultats, sauf que le résultat est nécessaire pour lancer l'ordre de grandeur nécessaire pour avoir la réflexion comme il faut. Hein. Merci. Donc, je vais prendre deux dernières questions. Pouvez-vous élaborer sur les émissions de GES négatives pour le scénario NZ50? Notamment, à quoi correspondent les émissions négatives en industrie combustion? Je ne sais pas si c'est très détaillé ou si vous avez la réponse sous la main. Oui. Kathleen, tu veux-tu y aller ou je peux le faire aussi? Là? Je veux juste dire, je pense que tu es sur mute, Kathleen, mais je veux juste dire aussi, il y a une analyse qui aborde exactement cette question-là. Je pense que la majeure partie de la réponse que je dirais se trouve là. Mais dans les analyses sur le défi de la carboneutralité que j'ai montré tantôt, il y en a une où on parle du net dans net zéro. C'est exactement pour traiter des émissions négatives. Donc, mais Kathleen, je te laisse y aller. Oui, bien, c'est ça, c'est ce qui est négatif. En fait, dans l'industrie elle-même, c'est tout ce qui est combustion de biomasse avec la capture de carbone sur les émissions. Donc, ça génère les émissions négatives. Selon la méthodologie, le protocole d'inventaire actuel, on sait que c'est controversé comme enjeu, mais c'est comme ça que les inventaires fonctionnent présentement. Mais souvent aussi, quand on ne sait pas dans quelle catégorie les mettre, par exemple, tout ce qui est nouvelle technologie, il n'y a pas nécessairement de ligne prévue encore dans l'inventaire, bien, on met ça dans cette catégorie-là. Donc, ça peut inclure la production d'énergie, par exemple, à partir de biomasse et capture, etc. Donc, mais c'est toujours en lien avec la combustion de biomasse et de la capture. Oui, c'est ça. Je vais le redire, là, mais c'est ça. Dans l'analyse en question, là, il va y avoir un petit peu plus de détails là-dessus, mais en tout cas, s'il y a d'autres questions, on peut répondre plus tard aussi.
Excellent, merci Simon. Donc, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Il reste plusieurs questions. On pourra faire un suivi là, dans un autre webinaire. Il y a des questions sur notamment la comparaison des différents outils donc, qui ont été présentés dans les dernières semaines. À l'automne, le Carrefour va souhaiter évidemment organiser un atelier sur cette thématique. Je vais te laisser le dernier mot, Louis, Oui, et puis on merci. pourra mettre fin. Oui. Oui, ben, je voudrais juste terminer en disant, ben, c'est comme Simon l'a dit, c'est pas une fin, ce projet-là. En fait, on veut garder cette plateforme-là le plus vivante possible et mettre à jour. Donc, dans le cadre du projet actuel, qu'est-ce qu'on entend faire? Ben, évidemment, on pourra revoir certains scénarios, en ajouter, continuer certainement les analyses parce qu'il y a énormément de données, on n'a pas fini. Et même penser ajouter de nouveaux indicateurs, par exemple, pour venir raffiner le type d'analyse qu'on peut faire. Et si on regarde même un peu plus largement, qu'est-ce qui seraient les autres projets possibles qu'on peut faire à partir de ce qu'on a développé ici? Bien, on pourrait penser, par exemple, à intégrer ou présenter des résultats venant d'autres modèles pour voir comment on pourrait comparer ou comment dire bonifier les analyses ou aussi même comparer différents résultats de différents modèles. Et pourquoi pas rendre cette plateforme-là disponible là, selon certaines modalités de type open source, par exemple. Et en tout dernier, j'aimerais j'aimerais réitérer mes remerciements, notamment à Esmia, Kathleen, évidemment, mais aussi je tiens à remercier Mathilde Bourque et Marie Pied pour leur contribution à l'effort de modélisation, Kashika Studio, François qui est avec nous, mais aussi Thomas Hurtut, l'autre cofondateur, dont la créativité nous a été très, très utile. Et enfin, Ressources naturelles Canada, qui nous ont appuyés depuis le tout début, et particulièrement Harris Burton et Pete Massey, qui nous ont vraiment Pour leur appuyés depuis enthousiasme. le tout début. Et leur grand enthousiasme, tout à fait, effectivement. Et ben, pour terminer, je vous invite à aller utiliser l'outil. L'URL est ici. Tout ça sera posté, sera rendu disponible en ligne, comme l'enregistrement du webinaire et de même que le matériel présenté. Encore merci. Merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui et au plaisir d'échanger de nouveau. Merci tout le monde. Merci à tous.